Oui, bonsoir à tous et bienvenue au cycle de la voix. Nous sommes aujourd'hui à notre 10e conférence, nos webinaires organisés par le Voice Lab Francia. Aujourd'hui, nous allons, comme à chaque fois au cycle de la voix, toucher au sujet des technologies de la voix. Donc, nous allons parler sur comment capitaliser sur les données issues de la parole conversationnelle, quelles sont les limites et les nouvelles approches. Donc, pour ce faire, nous avons les représentants de 3 sociétés. Donc, nous avons avec nous Linagora, Converso et Tolkerai. Donc, aujourd'hui, nous avons comme modérateur Pascal Lenné. Pascal est déjà un habitué du plateau du cycle de la voix. Il a déjà intervenu en tant qu'intervenant. Aujourd'hui, Pascal, tu es modérateur, CTO et cofondateur de Tolkerai, je disais. Et je te laisse la parole, présenter nos intervenants d'aujourd'hui. Mais d'abord, je voulais juste rappeler que la séance est enregistrée. Donc, comme d'habitude, le replay du webinaire sera disponible sur notre page web. Et aussi, si vous avez des questions, comme nous avons changé de plateforme et maintenant on est sur Hermit, ça se passe exactement comme Livestorm. Donc, ceux qui ont l'habitude de participer à ce webinaire savent qu'il y a un onglet dédié à vos questions. Donc, moi et Pascal, au fur et à mesure, on va collecter vos questions, on regarde si répondre de suite ou attendre la fin. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous voyez qu'on ne répond pas de suite, on le fera à un moment. Donc, je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à Pascal. Hello Pascal. Hello. Merci beaucoup. Donc, je suis Pascal Lenné, je suis le cofondateur en fait et le CTO de Talker. En fait, on est une société technologique de bots. Voilà, on fabrique des callbots, des voicebots et des chatbots dans tout cœur de métier. Voilà, et on essaie de transformer les centres d'appel pour les rendre plus hybrides, plus humains aussi à la fois. Et donc, à travers les assistants virtuels, on a des nouvelles formes de langage et d'interprétation avec les assistants virtuels. Et voilà, on a une plateforme no-code, mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de moi. Je suis là pour présenter justement 3 personnes en fait, qui sont donc Julie et son confrère Monsieur Lenné, puisque je m'appelle aussi Monsieur Lenné. Et de l'autre côté, nous avons une personne de Converso qu'on connaît très bien, qui est Amédée, qui est aussi présent aujourd'hui. Alors, on avait décidé un petit peu en interne aujourd'hui de partir sur la partie de l'Inagora aujourd'hui pour commencer en fait, et donc de parler, comment dirais-je, d'introduire un nouveau thème qui est l'approche sur les utilisateurs et sur le conversationnel aujourd'hui. Et donc, on va voir Julie qui va nous expliquer un peu ce qu'elle fait avec au niveau du TAL. Et donc, je vais la laisser très vite nous expliquer en fait et rentrer dans les détails de tout ce qu'elle fait. Julie en fait est linguiste et donc elle va nous expliquer quel est son rôle au sein de l'Inagora et ce qu'elle fait au niveau des assistants virtuels. Voilà. D'accord. Donc, bonjour tout le monde. Oui, comme Pascal a dit, je suis Julie Hunter et je travaille surtout sur les modèles de dialogue et de conversation. Et je suis avec Damien Nan, qui est notre responsable d'ingénierie. Et c'est pas moi. Bonjour à tous. Bon, je vais passer les slides au fur et à mesure que Julie me dira. C'est Julie qui commence à faire la présentation. Oui. Ok, donc pour vous présenter un peu notre société, l'Inagora, c'est un spécialiste dans l'édition des logiciels libres. Donc, travailler avec des logiciels libres et de contribuer au projet et d'avoir notre propre projet, ça rentre dans notre éthique de l'entreprise. Donc, les gens nous demandent souvent comment on fait pour gagner de l'argent si on fait que des logiciels open source. C'est en fait dans le consulting et aussi le support technique, les formations, etc., qu'on gagne un peu d'argent. Après, donc, on est là aujourd'hui pour parler de la parole spontanée. Et pourquoi? Parce que dans nos vies quotidiennes, on échange pas mal d'informations à travers la conversation. Donc, ça peut être dans les réunions, des rendez-vous médicaux, les appels quand on a un problème avec un produit, on appelle d'entreprise pour nous aider, des lectures, des webinaires comme celui-ci. Et du coup, on est inondé d'informations. On peut se perdre facilement, oublier des choses. Donc, la question se pose, comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un à se concentrer rapidement sur ce qui est important
dans les échanges d'informations, comment on peut facilement s'en souvenir et comment on peut partager avec d'autres personnes. Donc, vous imaginez plein de cas. Par exemple, quelqu'un qui essaie de préparer sa réunion, qui veut faire une revue assez rapide de ce qui a été dit dans la dernière réunion pour se mettre en forme pour la nouvelle réunion. Après, quelqu'un qui n'a pas pu participer à la discussion pour une raison ou l'autre veut peut-être avoir un petit résumé. On peut aussi imaginer un docteur qui a un patient pour la première fois et qui veut peut-être faire une revue rapide de son historique médical pour vite comprendre ce qui s'est passé. Ou aussi un manager qui veut savoir si les clients qui appellent le service client sont contents. Donc, on a toutes ces informations. On veut les utiliser pour extraire on a toutes des conversations, on veut les utiliser pour extraire des informations. Comment faire? Bon, la réponse facile, c'est on fait une transcription de l'audio qu'on a. On utilise un système de reconnaissance automatique de parole, de produire une transcription qui nous dit, par exemple, qui a dit quoi, quel mot ont été prononcés. On peut aussi ajouter des choses comme la ponctuation pour le rendre facile à lire ou aussi à exploiter pour les tâches après. Et quand on a ce document, on peut bien sûr l'utiliser pour extraire des informations et les consolider et les reformuler. Mais ce petit pipeline qui a l'air très simple introduit plein de défis à lesquels on doit faire face. Donc, aujourd'hui, je vais passer la main à Damien pour vous parler un peu des difficultés quand on essaie de mettre en place une solution industrielle. Après, il va me repasser la main pour parler du côté un peu scientifique, des modèles qu'on essaie de faire pour automatiser des tâches en langage. Et puis, Damien va finir par vous parler de comment on essaie de répondre aux attentes des utilisateurs et aussi d'innover. Donc, Damien. Merci, Julie. Donc, effectivement, nous avons vu que nous avions besoin d'une première étape qui est la transcription pour appliquer des traitements de langage. Globalement, tout ça, ça rentre dans le scope des technologies vocales libres, enfin, des technologies vocales. Et je vais vous parler, en l'occurrence, des technologies qu'on produit à l'Inagorin, qui ont la particularité d'être des logiciels open source. Alors, je prends... attendez, juste je masque ici, parce que vous ne voyez pas ce que j'ai marqué, je pense. Voilà. Ces fameuses technologies vocales sont pleines de promesses. C'est des choses qui sont de la science-fiction depuis des années et qui sont devenues de plus en plus de la réalité. Je prends ici à gauche les fonctions vocales qui vont être ajoutées aux produits existants pour rajouter de l'interface vocale. Ça permet d'ajouter de la valeur en fait, en imaginant simplement le support de la dictée, par exemple, dans des applications. Ça se fait souvent avec des API, par exemple les API de Google ou d'autres pour faire ça. Les attentes vont concerner également le fait de globalement simplifier l'usage d'autres technologies en y intégrant des aspects vocaux pour faire de l'interface utilisateur naturel, en langage naturel particulièrement. Un peu plus, on va dire un peu plus complexe, on a des choses qui vont se connecter de plus en plus au métier. Donc, ce qu'on va faire dans un contexte professionnel avec ces technologies vocales. Donc, bien sûr, là, on rentre dans le traitement du langage avec l'analyse des données qui vont aider à prendre des décisions. C'est tout à fait la thématique d'aujourd'hui. Globalement, également, il y a tous les assistants, on retrouve là-dedans aussi les chatbots qui vont permettre en gros d'accéder plus rapidement, plus facilement à de l'information. Les OK Google, etc. Enfin, quelque part, tout à droite, on sort vraiment d'une approche naïve et simpliste pour aller vers des choses qui ont beaucoup de valeur d'un point de vue métier, comme l'automatisation des tâches, ce qui va permettre en fait d'être un levier sur la productivité en faisant toutes les tâches répétitives qui concernent la compréhension cognitive de ce qui est contenu dans l'information. Et puis aussi, bien sûr, les thématiques de
traduction, de compréhension d'échanges interculturels entre les gens. Alors, ces promesses-là font immédiatement face, d'un point de vue, je vais dire, technique, mais également simplement contextuel, à beaucoup de questions, parce qu'il s'agit de la voie en entrée. Donc, on va avoir une première opposition naturelle, une problématique, quelque chose à surmonter. Ce sont bien sûr les problématiques de confidentialité. On parle de voix, on va tout de suite imaginer des problématiques de biométrie pour identifier les locuteurs, etc. Et globalement, les entreprises qui ont les banques, je les ai listées là, banques, médicales, toutes les entreprises qui ont des données sensibles produites lors de comités, les problématiques RGPD pour les personnes dépendantes, etc. Ou même l'application du droit états-unien, l'extraterritorialité du droit états-unien, qui va poser des problèmes sur l'usage des ténors du marché là-dessus. C'est les Google Cloud, IBM, Amazon Web Services, Microsoft, qui sont plébiscités souvent pour la facilité d'usage de ces solutions, au détriment du coût, mais on verra ça plus tard. Bien sûr, un autre sujet va être dans le traitement de la transcription, la fiabilité, la précision limitée de la reconnaissance de la parole sur les contextes métiers, ou aussi sur les problèmes de langue peu parlée, breton par exemple, moins parlé que le français en France. Là-dessus, les réponses vont être, dans un contexte métier, de créer des modèles dédiés qui vont contenir le langage, qui vont être capables de traiter le langage spécifique à un domaine métier, ou de construire des modèles linguistiques qui vont permettre de traiter des langues un peu plus exotiques. Notre problème, là on rentre un peu dans la thématique de la réunion, hein, de la parole conversationnelle dans ce contexte-là. On retrouve globalement des tas d'acteurs, matériels, logiciels, et il n'y a pas d'interopérabilité qui est présente à cœur dans tout ça. Donc, tout autant les plateformes de visioconférence que les applications mobiles, Android, iPhone, etc., que j'ai mis ce schéma-là qui montre un peu ce qui se passe dans un contexte d'enregistrement. En fait, des fois, c'est très compliqué d'enregistrer une salle de réunion où il y a 5 locuteurs locaux, 5 locuteurs distants en visio, etc. Donc, tout ça est potentiellement compliqué où il faut réaliser une formation sur les gens. Enfin, il y a des coûts élevés de développement pour les entreprises, que ce soit pour opérer ces fameuses solutions des ténors du cloud computing, qui vont proposer des trucs qui marchent bien, à peu près bien, et qui sont souvent très chers, ou qui vont nécessiter un gros investissement interne dans une entreprise pour ajouter de l'intelligence sur ces aspects-là. Alors, sur tous ces aspects-là, on va s'intéresser surtout à la troisième partie, la partie Smart Meetings. Et vous l'aurez compris, on retrouve la même logique. On a dans l'offre, enfin dans les produits qu'on développe, dans les solutions techniques qu'on développe avec Linto, on a des API cognitives qui permettent de faire la STT, la NLP, la voix de synthèse également, qui permettent de s'affranchir justement de ces acteurs-là. On a une intégration de nos API cognitives qui permettent de générer des agents conversationnels. Et on a une autre déclinaison qui est celle dont nous vous entretenons aujourd'hui, qui est beaucoup plus métier, qui concerne vraiment l'aspect salle de réunion, l'aspect parole conversationnelle, extraction d'informations. Je les ai notés là, édition, collaboration, accessibilité, pour permettre de réellement capitaliser les données issues de la parole conversationnelle. Et dernier slide sur cette introduction-là, la plateforme, je le rappelle ici, est entièrement open source, qu'on le propose en déploiement sur infrastructure propre, on l'héberge pour nos clients et on le propose également en tant que service avec une plateforme SaaS. Julie, je te redonne la parole pour parler des défis linguistiques. Il y avait peut-être les personnes qui nous écoutent ont peut-être déjà des premières questions, donc il ne faut surtout pas hésiter à aller dans le chat et nous les poser pour qu'on puisse y répondre et pour que Damien et Julie puissent y répondre plus facilement. En fait, quelle est la durée pour la mise en place? Enfin, je pose quand même une petite question. En fait, déjà, d'une part, c'est quelle est la durée pour la mise en place quelque part? Demain, je souhaite mettre en place justement ce type de technologie au sein de mon entreprise. J'ai envie de dire, quelle serait la durée de mise en place entre le moment où je commence
j'ai pas forcément de données, et je veux mettre en place un système de réunion, d'écoute au sein de mon entreprise, qui est par exemple dans la santé, et donc j'ai besoin d'un environnement, on va dire, un peu sécure. Comment, quelque part, quelles seraient les premières étapes que je dois franchir? Alors, je vais y répondre assez simplement. Dans l'État, aujourd'hui, nous proposons nos solutions sous forme dockerisée. Donc, je parle de toutes les API cognitives. Donc, il n'y a pas le côté métier dont vous faisiez mention, Pascal, sur l'aspect réunion, traitement des réunions. On ne propose pas encore, puisqu'on est en train de déployer un service très orienté SaaS pour que tout à chacun puisse aller utiliser la plateforme avec un plan d'accès gratuit assez important. Donc, on n'a pas encore travaillé sur des déploiements sur vraiment cette partie-là, Smart Meetings. Mais pour ce qui est des API de transcription, donc toutes les API qu'on déploie, ça dépend de la complexité du projet, globalement, mais ça se substitue très bien. Pour peu qu'on ait des infrastructures qui vont bien, on peut les lancer en Docker et les opérer en interne dans l'entreprise. Et après, c'est l'affaire de quelques jours ou quelques semaines en fonction de la complexité du projet, du nombre d'utilisateurs. C'est aussi ça qui va beaucoup impacter les déploiements des API cognitives. Très bien. Julie, je vous laisse reprendre la suite, s'il vous plaît. D'accord. Oui, donc je vais vous parler des côtés un peu linguistiques. Quand on essaie de créer des modèles qui vont nous aider à extraire des informations automatiquement. Je vais commencer avec un exemple en anglais. Et la raison pour laquelle j'ai choisi cet exemple, c'est qu'il est pris directement d'un corpus de réunion. Il y a très, très peu de corpus de réunion parce que c'est très, très difficile de convaincre les gens de partager leur réunion. Et même si on a des enregistrements de réunion, on n'a pas forcément les résumés qui vont avec. Donc, pour entraîner des modèles de résumés, c'est pas facile. Du coup, ça, c'est pris d'un corpus qui s'appelle le corpus AMI, pardon, qui est très connu, mais c'est en anglais. Donc, l'idée, c'est pas forcément de comprendre tout ce qui se passe ici, mais de voir quelques features qui sont importantes. Donc, là, déjà, vous voyez au début, le stress Bali kinda. Bali, ça n'existe pas plus en anglais qu'en français, c'est pas un mot. Donc, ça, c'est juste un truc qu'on invente un peu dans la conversation pour décrire. C'est un peu comme un bal de stress. Donc, on aura des mots qui n'existent pas trop dans le lexique. On a des expressions qui sont très propres à la parole. En français, vous avez l'usage de genre. En anglais, c'est like. So, you're like. C'est pas un truc qu'on va voir dans les données textuelles. On a aussi le troisième point en gras là, the F. Donc, on a pas mal de répétitions dans les données. On a des phrases qui ne sont pas complètes. On a des pauses pleines, des E. On a des phrases qu'on ne complète pas du tout. Ça, c'est la quatrième partie je ne sais pas si je peux faire un peu comme ça. On a pas mal d'énoncés qui dépendent beaucoup du contexte. Donc là, la personne dit simplement a vegetable. Donc, il faut comprendre quand même que c'est lié à énoncé avant. Et pas mal juste OK, qui prend beaucoup de place, mais sans avoir beaucoup de contenu. Du coup, tout ça, c'est-à-dire que les transcriptions qu'on a issues de la parole spontanée, très conversationnelles avec plusieurs locuteurs comme ça, sont souvent très longues, sont très bruitées, mais ils ont un contenu qui n'est pas très riche. On passe pas mal de temps en parlant de pas grand-chose parfois, donc c'est un peu difficile à traiter. Parfois, un autre problème, c'est qu'on a souvent besoin de reformuler les propos. C'est un problème qui est très lié au côté bruité des données. Donc là, on voit en haut ce qu'on appelle un résumé extractif, c'est-à-dire il y avait des humains, des annotateurs humains qui sont passés sur le corpus. Après, ils ont choisi pour chaque réunion dans ce corpus des phrases qu'ils trouvaient importantes pour le résumé. Mais c'est des phrases qui sont extraites directement de cette réunion. Donc, maintenant, c'est en français, donc je peux vous donner un peu plus de contexte. J'ai fait la traduction avec DeepL, donc j'espère que c'est bon.
Mais c'est, en fait, dans ce corpus, c'est des gens qui discutent comment créer une télécommande pour une télévision. Et donc là, ils discutent la forme et la texture de la télécommande. Donc, vous voyez ici en haut les phrases qui ont été sélectionnées par les annotateurs comme étant importantes. Donc, mais si on avait une sorte de spongieux, une sorte de stress bally, si vous avez une balle anti-stress comme ça que vous tenez dans votre main, parce que je me disais que si vous aviez une couverture pour la partie squashy, donc tu dis que la partie molle est comme détachable, etc. Et puis bon, oui. Alors peut-être, comme tu sais, tu peux avoir comme la chose squishy de brocoli, et puis tu pourrais avoir comme la chose squishy de banane. Donc vous pouvez imaginer que si vous avez raté cette réunion et que quelqu'un vous présente ça comme résumé de réunion, ça va être beaucoup plus difficile à suivre que ce que vous voyez en bas. C'est ce qu'on appelle le résumé extractif. C'est juste la partie qui résume, en fait, toutes ces phrases extractives. C'est une partie de l'enveloppe sera constituée d'un matériau spongieux. C'est beaucoup plus facile à comprendre. Donc, on voit tout de suite que même si on a une transcription de paroles spontanées, faire un résumé ou extraire des informations, c'est pas aussi facile que de choisir les bonnes parties. C'est pas forcément facile à digérer. Donc, il faut aussi passer par une étape de reformulation souvent. Okay. Donc, quelque part, si tu avais plus tu auras de contenu, plus vous aurez de contenu dans le futur sur les réunions, ça va aussi améliorer la façon dont vous allez pouvoir récupérer l'information et l'extraire. Si vous avez plus d'informations dans le... s'il y a plus vous aurez d'informations par rapport à l'ensemble des réunions que vous allez avoir et récupérer au fur et à mesure du fil de l'eau, ça va vous aider à améliorer la compréhension des corpus aussi. Oui, est-ce que vous voulez dire que de plus d'informations autour de ce qui se passe, par exemple, dans une entreprise, des sujets qu'ils abordent déjà? Oui. Oui, parce qu'il y a pas mal de... Pendant les réunions, on en parle pas mal de choses qui ont été déjà soulevées dans notre réunion. Donc, oui. OK. Du coup, notre problème, c'est que on a différents formats de réunions et on a différents formats de résumés à faire à la fin. Il y a différentes choses qu'on veut extraire. Ça dépend vraiment du format de la réunion. Ce qu'on veut extraire d'une réunion d'un rendez-vous médical, c'est pas forcément la même chose qu'on veut extraire d'une réunion dans une boîte informatique comme la nôtre. Donc, on peut imaginer déjà ce qui se passe souvent dans une réunion professionnelle. On veut déjà extraire des décisions. On veut parfois identifier des problèmes. Et ce qui est très important, c'est d'identifier les actions à prendre après la réunion. OK, donc comment est-ce qu'on essaie de répondre à ces problèmes? Bon, pour la partie reformulation, vous avez peut-être entendu parler des gros modèles de langage. Et bien sûr, on essaie de créer des modèles qui se basent sur les transformers, les gros modèles de langage, qui sont forts à prédire quel mot est susceptible de venir après un autre mot dans un contexte. Donc, nous, on a développé un modèle qui se base sur le modèle BART, qui est entraîné pour le résumé. Et nous avons fait une version qui s'appelle BARTES, qui a été entraînée sur les données françaises. Mais c'est entraîné sur des articles de journal, donc sur du texte. Il n'a pas encore vu tous les échanges de dialogue qu'on a dans la réunion. Vous avez sans doute entendu parler de ChatGPT et GPT. Ce sont des gros modèles de langage qui sont très performants pour produire de très beaux langages parfois. Ils peuvent donner de bons résultats pour les résumés. Mais il y a plusieurs problèmes avec ces modèles pour les exploiter. Déjà, ils ne sont pas du tout open. On ne sait pas comment ils sont entraînés. On ne peut pas les fine-tuner assez facilement. C'est difficile de voir comment les adapter aux cas spécifiques. Donc, une entreprise qui a un manual pour comment monter, par exemple, on travaille beaucoup avec Airbus, par exemple. Donc, un manual détaillé sur comment monter un avion. Ce n'est pas quelque chose qui va se trouver forcément dans la base de données de ChatGPT ou de GPT. Donc, on a besoin, en fait, de pouvoir entraîner un modèle qui est spécifique à ce cas d'usage.
Il y a aussi le problème que ces modèles ont tendance à inventer des choses, ce qui est un peu compliqué si vous voulez faire un résumé, qui doit se baser sur les faits. Il y a aussi des gros problèmes avec les limites de longueur. Souvent, vous pouvez leur donner qu'un texte de, bon, disons à peu près 500 mots, disons comme ça, ce qui n'est pas très long pour une réunion. Donc, il faut entraîner nos propres modèles. On peut passer aux planches suivantes. Pour cela, si on va entraîner nos propres modèles, et étant donné que la plupart de nos approches sont quand même supervisées, il faut avoir des données spécifiques à la parole spontanée. Du coup, nous sommes en train de créer deux corpus. Un corpus de ce qu'on appelle pré-entraînement, donc pour un modèle qui a juste vu la dialogue. Donc, il a vu des pronoms comme you, me, etc., qui se passent très souvent qu'on voit souvent dans les réunions, qui a vu des disfluences, des choses comme ça qui sont particulières à la parole spontanée. Et dans un projet financé par l'ANR, nous sommes en train de créer un corpus de 100 heures de réunion avec résumé qu'on va pouvoir utiliser pour entraîner un modèle de résumé spécifique. On a aussi d'autres approches pour traiter le problème de la longueur des transcriptions, mais je passe sur ça. Vas-y. Il y a une personne qui nous parlait de BERT et de Camembert. BART, je pense que c'est une sous-branche quelque part de BERT, en fait, quelque part. Enfin, c'est toujours la même typologie de modèle avec les transformers, de toute façon. Ça reste la même... Oui. BART, c'est comme BERT, dans le sens où you have a bidirectional encoder, comment dire en français. Mais il y a aussi une partie décodeur qui est entraînée pour le résumé, pour les tâches downstream, on va dire. Donc, c'est le même style. D'accord. Mais plus décodeur à la fin. OK. Mais on utilise Camembert aussi dans d'autres contextes, comme pour la ponctuation, dans d'autres modèles. OK. OK. Donc, dernier problème, répondre à la diversité de conversations et résumés. Donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est dans notre corpus de quand même créer des exemples de différents types de réunions où on se focalise sur les décisions ou des action items, des actions à faire, etc. On peut privilégier l'extraction et pas abstraction pour certaines tâches. Donc, identifier des dates importantes, des choses comme ça. Et on va essayer de travailler avec des templates tant qu'on peut. Et tout ça nous amène à l'idée, en fait, de penser pas forcément à tout automatiser, parce que parfois, ça prend des années pour entraîner de bons algos, mais vraiment réfléchir à comment on peut aider l'utilisateur à gérer un peu le problème eux-mêmes. Donc, on focus sur l'assistance et pas l'automatisation complète. Donc, si on a des problèmes, par exemple, des erreurs qui sont entraînées par la difficulté de langage, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de créer une interface facile facile à utiliser pour les utilisateurs de corriger le langage eux-mêmes. Si une transcription est trop longue, il faut donner à l'utilisateur une façon de découper eux-mêmes la transcription. Si on a besoin de formats divers, il faut proposer à l'utilisateur des templates peut-être modulaires. Et si on a besoin de reformuler des propos, alors on peut donner un espace pour que l'utilisateur puisse travailler et reformuler ses propos eux-mêmes. Donc, sur cette note, je passe la main à Damien. Tout à fait, Julie. C'est ce qui fait un très bon pivot, justement, avec les décisions que nous avons prises dans le produit métier de Linto, de faciliter ces choses-là. Et nous allons vous présenter globalement les points qui nous ont semblé les plus pertinents, les innovations qu'on a voulu réaliser sur notre plateforme. Alors, excusez-moi. L'outil dont je vais vous parler principalement, c'est un outil de la famille de ce qu'on peut appeler des scribes virtuels. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un scribe virtuel? C'est un outil intégré de transcription qui permet, comme Julie le mentionnait avant, d'éditer, donc de corriger, également d'exporter, de rajouter des traitements divers dans du contenu
vraisemblablement conversationnel. Donc, ça va servir à notamment transcrire les textes et les dialogues issus d'une réunion ou d'autres sources de médias, et puis transformer ces enregistrements-là en notes, je dis bien notes, qui sont des choses condensées en fait, écrites, afin de les partager, en identifiant les mots-clés, les moments importants, et puis aussi, dans la mesure du possible, de voir les tours de parole et les interlocuteurs qui parlent à un moment donné. Alors, sur cette famille de logiciels de scripts virtuels, l'état de l'art est riche. Il y a beaucoup d'entreprises qui se positionnent là-dessus. J'en ai noté quelques-unes ici. Dictation, HappyScribe, qui rajoute aussi une couche de traitement humain. Author, qui est probablement le leader du marché. Umberscript, Trint, les technologies de nuance, Microsoft. Bon, tout ça, ça fait énormément de gens dans l'écosystème. Et encore, ils sont beaucoup plus nombreux que ce que j'ai mis là. Et la plupart vont avoir, encore une fois, un souci, vont parfois créer un souci, en tout cas, puisqu'il y a une production de données. Et la plupart de ces acteurs, notamment les leaders, auteurs, Dictation, Umberscript, vont utiliser en réalité sous le capot des API cognitives, des API de transcription fournies par les grands opérateurs cloud. Avec les questions que je mets ici en gras, vous les avez bien comprises. Je m'étais noté également sur à ce moment-là, vous pouvez nous parler des outils comme Whisper AI ou il y a un truc là qui marche en ce moment, c'est ChatGPT, bien sûr, qui va être évidemment, tout le monde n'a que ce mot-là à la bouche pour faire de l'abstraction de données. Bon, bah là, évidemment, on confie ces données à on ne sait pas trop qui au final. Donc ça peut quand même poser un certain problème. Et surtout, ces solutions-là, donc, qui sont très visibles, Whisper ou ChatGPT, vont ne pas avoir en fait une possibilité de se déployer de manière métier très facile pour répondre aux besoins des utilisateurs dans le contexte d'une entreprise, partager les documents, etc. Donc, il y a des choses qui sont très centrées dans ces solutions-là ou dans des solutions open source, comme Whisper, qui marche très bien sur votre poste de travail à vous pour enregistrer votre audio. C'est pas forcément adapté au contexte industriel. En tout cas, il faut le wrapper dans un outil plus industrialisé. Alors, justement, là-dessus, donc, la valeur que l'on veut apporter à notre produit, c'est principalement d'intégrer dans un seul et même produit la reconnaissance automatique de la parole avec des fonctionnalités de traitement du langage. Bon, c'est clair, pour faciliter les comptes rendus, l'extraction, la capitalisation d'informations. Dans ce qui nous concerne à l'Inagora, on avait besoin aussi de cet outil-là pour recevoir industriellement et proposer à nos clients et aux gens qui suivent l'écosystème open source pouvoir mettre en place nos travaux sur l'IA, nos modèles. Également, un besoin qui est apparu, c'est de faciliter l'acquisition d'informations, donc même l'enregistrement, le stockage, la diffusion, la collaboration sur les données. Tout ça est assez complexe, même l'acquisition, on l'a vu avant, équiper des salles de réunion en visio d'un côté ou des gens d'un autre côté avec des microphones dans les salles de réunion. Comment intégrer tout ça? C'est une vraie question. Et puis, globalement, un besoin qui est important pour localiser la donnée, donc avoir une valeur capitalisée sur cette donnée, c'est d'aller pouvoir rechercher facilement en full texte dans un jeu de conversation qui concerne une thématique donnée où on les aura classées de cette manière-là. Et bien sûr, pouvoir faire des annotations, des taxonomies, rechercher par taxon également. Alors, la solution qu'on propose à ça, c'est tout d'abord une plateforme que je vais vous présenter juste après en démo, une plateforme web qui est accessible pour tout le monde, qui est actuellement en version bêta, donc tout à fait ouverte, où il n'y a pas besoin de compte, parce qu'on veut bien sûr, c'est une offre SaaS, on veut bien sûr ajouter une offre qui est payante pour des fonctionnalités qui nous coûtent à opérer, en fait, clairement, à l'Inagora. Mais c'est malgré tout, il y aura un plan de toute façon persistant, gratuit, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc c'est ouvert pour tout le monde, pour un usage professionnel ou ponctuel, et pour faire des partages. Et puis, on veut bien sûr aller, comme je disais à Pascal avant, proposer cette même solution avec du déploiement on-premise pour les entreprises plus grandes qui ont des données particulièrement sensibles.
Attends, excuse-moi, je crois qu'il y a des chats qui passent que je ne vois pas. Il faut savoir si on a testé les solutions que tu as citées. Ok, bon, je laisse le modérateur Pascal, s'il y a besoin de... Mais je voulais pas vous couper. En fait, je voulais pas trop vous couper puisque vous êtes dans votre élan et pour bien expliquer aux personnes qui nous écoutent. Donc, effectivement, mais c'est vrai que j'imagine vous avez peut-être testé d'autres solutions. Moi, j'en ai testé quelques-unes. AmberScript, pour l'avoir testé, c'est assez intéressant. Voilà, mais bon, je suis pas allé plus loin pour la même problématique de données qui partent on ne sait où. Évidemment, c'est toujours la même problématique. Voilà. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, bon, puisqu'on en parle de ça, juste un tout petit détour. Il y a une solution open source qui a pas mal de traction en ce moment, qui s'appelle Odapolis, qui intègre des modèles, les modèles de Pianote pour la diarisation, et puis qui intègre également Whisper AI pour faire la transcription. C'est une solution qui est assez intéressante. Il y a quelque chose qui s'utilise sur un poste individuel. Encore une fois, ils n'adressent pas les mêmes thématiques de valeur liées à l'entreprise qu'on a mis en place dans notre logiciel. Voilà, donc oui, bien sûr, on teste toutes ces solutions pour en tirer le plus attrayant, on va dire, pour l'open source et puis pour nos utilisateurs. Bon, je reviens à cette slide. L'objectif également qu'on a, c'est de proposer un enregistreur sous forme d'application. Ce n'est même pas encore en bêta, ça reste quelque chose qu'on a défini récemment, mais ce qui est certain, c'est qu'on va proposer un enregistreur facilitant l'acquisition de la donnée audio pour notre plateforme. J'indique ici Jitsi Meet. Pourquoi? Parce qu'on a déjà des connecteurs liés aux API Linto qui permettent sur Jitsi, une solution libre de visioconférence, de récupérer l'audio. Donc, on va travailler également sur l'intégration entre les enregistreurs et puis la partie Jitsi. Mais je vous en parle, c'est dans la roadmap de la solution, plus qu'on verra ça. On a déjà des choses à vous montrer aujourd'hui très, très pertinentes au niveau de la partie plateforme. Alors, les innovations... Quand je vois que le temps passe aussi, en fait, je ne sais plus si vous aviez une petite démo à nous présenter avant de passer la parole à Amédée, mais c'est juste pour vous prévenir par rapport au temps qui file, évidemment. Bon, excuse-moi, au niveau de timekeeping, je suis peut-être à côté. Je vais rapidement passer là-dessus. Il y a des innovations intéressantes dans notre solution. On a notamment modèle, l'alignement temporel automatique, qui est quelque chose qu'on ne trouve pas dans toutes les solutions, la diarisation, la ponctuation, la normalisation. Donc, on opère nos API cognitives. Et puis, tout ce qui est collaboration, recherche dans toute conversation. Je vais aller vite à la démonstration. Et là, je vais avoir un peu de manip à faire pour me mettre sur l'interface. Excusez-moi pour ça. Et je peux faire, je crois, F11, c'est sur Chrome pour mettre en plein écran. Je crois que c'est ça, ouais. Ok, donc je me connecte à ce... Pardon ? Ça marche impeccable, okay. On voit parfaitement bien. Super. Donc là, je me connecte. Alors, c'est assez peu... c'est pas habillé encore sur beaucoup d'aspects, mais vous allez voir, le produit derrière est assez bien ficelé. Donc ici, je suis dans mon espace de travail qui est lié à mon compte. Donc, n'importe qui peut aller aujourd'hui créer un compte sur notre plateforme qui est ouverte, qui permet d'avoir... On va voir tout d'abord, je vais passer rapidement dessus, des organisations, donc une organisation qui nous est propre, My Conversations, et puis des organisations diverses et variées, qui sont en fait des groupes d'utilisateurs qui ont chacun des rôles, des droits, une visibilité, enfin, l'organisation Linto AI, par exemple, si je regarde les paramètres, on va voir que j'ai plusieurs membres avec différents droits, etc. Voilà. Maintenant, je vous montre la création de conversation. Donc, par défaut, on peut créer une conversation, on choisit où on la met, on lui donne un titre, une description, tac. On peut accorder les droits aux membres de l'organisation avec un droit de lecture, etc. Je vais lancer une transcription de quelques bidules que j'ai ici, là, je sais pas ça. Voilà. J'avais fait. Donc, je choisis ici une découverte de service. Pour l'instant, nous n'avons ici que le modèle qu'on propose en SaaS de transcription en français. On a d'autres modèles en anglais. On ne les a pas encore déployés sur cette plateforme-là. On choisit justement, voici le modèle de ponctuation qu'utilise. C'est notre modèle de ponctuation basé sur BERT. On choisit également un module d'identification de locuteur. Je vais prendre celui-là.
et j'indique qu'il y a, mettons, 3 locuteurs dans cette conversation, et je crée, parce que j'ai mis tous les trucs, je crée la conversation. Voilà, donc j'écris une conversation, elle est en état pending. Je peux aller voir ce qui se passe, donc on voit les états qui passent, la ponctuation, donc ça permet vraiment de, voilà, ça a été réalisé, et je vais aller voir directement la transcription et voir ce que j'ai là-dedans. Voilà, donc là on voit, on a l'audio, on a une synchronisation entre l'audio et, alors là, c'est probablement qu'il y avait de la musique, je ne peux pas vous partager le son, et en fait voilà, on voit ici l'alignement qui est fait entre on peut se positionner à n'importe quel endroit. On a l'édition collaborative, quand je clique sur un champ et que j'ai partagé avec des utilisateurs, les utilisateurs peuvent venir ici collaborer avec moi sur l'édition. On a des fonctionnalités qui permettent de merger les tours, de changer les speakers, d'afficher des filtres là-dessus. Et voilà la base fondamentale de ce qu'on propose dans cet outil. Sachant qu'on n'a pas encore ajouté, on travaille sur la mise en place maintenant des API de langage pour aller permettre des fonctionnalités plus avancées qui permettront de sélectionner du texte, de l'annoter ou d'accéder à un menu ici qui permettra d'aller appliquer par exemple la recherche de points d'action dans tout le texte. Et c'est pas encore quelque chose qu'on a tout à fait qu'on a implémenté dans cette interface. Et on a une recherche full text qui marche pour l'instant sans faire de recherche plus évoluée dans les taxonomies ou ce genre de choses. Voilà la présentation. On peut alors, justement, sur ce genre d'outils, ça a l'air très intéressant. On peut uploader combien de minutes? Enfin, imaginons que j'enregistre par X moyen une conversation qui est en direct, en fait, quelque part. C'est une réunion qui peut être en direct ou Oui. sur un Meet bis et j'ai décidé d'enregistrer. Ça peut aller jusqu'à combien de minutes? C'est au-delà. Enfin, on peut aller sur 1 heure. Imaginons qu'il n'y a pas de limite. Non, on n'a pas de limite du tout là-dessus. Après, sur l'offre ouverte à tout le monde, on va probablement limiter les choses. Pour l'instant, tant qu'on est en version bêta, c'est ouvert à tout le monde pour créer un compte. Et on ne limite pas pour l'instant. Mais probablement que pour les opérations lourdes comme la diarisation, qui nécessite beaucoup de compute power, on va rajouter des facturations avec une offre dédiée qui s'articulera avec l'application mobile globalement. Et est-ce que vous voyez beaucoup d'avancées? Il y avait peut-être quelqu'un qui disait quelque chose, je ne suis pas sûr. Non, pas forcément. Est-ce que vous voyez une grande avancée entre les anciens modèles et les modèles d'aujourd'hui, enfin en l'espace de 2 ans? Est-ce que vous avez vu vraiment une nette évolution ou alors c'est plutôt une évolution lente? Quel est votre avis là-dessus? Julie, si tu as une idée. Vous savez, nous on travaille, on travaille nous sur nos modèles. Donc nos modèles, ils avancent. Oui. Ils avancent super bien. On en produit des nouveaux et on les met on les teste, on les opère sur notre plateforme. L'objectif, c'est de proposer à terme les meilleurs modèles que nous, on met à disposition et d'intégrer aussi des solutions comme Whisper, par exemple. On va, clairement, je pense que je spoil pas, en disant qu'on va proposer à un moment donné la création de conversations en utilisant non pas forcément le modèle qu'on propose nous à l'Inagora, mais on va proposer Whisper aussi, et qu'on va probablement aussi associer à un coût pour opérer facilement ces fonctionnalités-là de Whisper dans un contexte très industriel. Bien sûr, ça me paraît une très bonne opportunité. Je vois qu'il y a des questions, qu'il y a une question qui est posée, mais on y reviendra tout à l'heure. Justement, ça laisse un peu la place à Amédée qui rentre un peu justement à ce moment-là dans la suite de ce webinaire, en fait, pour nous parler justement de l'exploitation, puisqu'en fait, on a toute cette transcription et je pense que il va donner un peu la suite en nous expliquant en fait comment ça se passe pour pouvoir mieux exploiter les modèles d'IA et les modèles qui permettent justement d'avoir cette donnée dont on a tant besoin pour pouvoir avoir des assistants et des conversations de plus en plus fines. Donc, Amédée, je te laisse évidemment prendre le script dès qu'au niveau du document du tu vas partager. C'est parfait. Je vais lâcher mon partage d'écran. Vous pouvez... Oui, voilà, si tu arrêtes le partage, comme ça je vais partager. Ouais,
malgré tout, je vais quand même montrer une dernière slide Oui, à mon bien niveau, parce sûr. qu'il y avait encore quelques éléments qui étaient liés à la roadmap, mais j'en ai parlé sur ce qu'on va rajouter dedans, nos API de NLP, etc. J'en ai parlé en faisant la démo, donc je vais laisser la main ici. Simplement vous rappeler que aujourd'hui, vous pouvez vous rendre vous-même sur cette adresse-là pour créer votre compte et puis manipuler dès aujourd'hui la plateforme. Voilà, je ne peux que conclure en vous invitant à créer votre compte et à manipuler un peu notre système. Je relâche la main Merci ici. Damien. Ouais, impeccable. Alors, très bien. Share screen. C'est parti. Ok, je pense que vous allez voir mon écran dans une seconde. Merci de confirmer. Très bien. Donc, merci beaucoup Damien et Julie. Ça fait une intro, enfin c'est pas plus qu'une intro, mais enfin ça fait un use case parfait, puisqu'en gros on vient de voir à l'instant un outil qui permet de capturer du transcript et de l'améliorer, de le rendre bon pour plein de besoins. Et ce que je voudrais vous montrer maintenant, ce que je voudrais discuter, c'est finalement comment est-ce qu'on peut utiliser ce type de données, toutes ces données conversationnelles qui ont été capturées, qui ont été revues, qui sont de bonne qualité, pour un certain nombre d'autres cas d'usage. Donc, je suis Amédée Potier, je suis cofondateur et CTO de la société Converso. Juste pour présenter rapidement la société, on est éditeur, pardon, excusez-moi, tac. On est éditeur de logiciels, on est une start-up française, on a 6 ans et globalement, on travaille avec un certain nombre de grands comptes sur l'automatisation du support employé ou client. Donc l'automatisation, c'est un certain nombre de use cases que je vais vous décrire, mais globalement, on est sur l'automatisation sur la base de textes, de données non structurées, de textes. Et voilà, et on travaille pas mal en France, mais aussi à l'international. Donc voilà, ce qui montre bien que la techno française s'exporte très bien. On peut, avec des clients aux US, en Australie, un peu partout. Et on fait beaucoup de partenariats avec les grands des systèmes d'information d'entreprises telles que Atlassian, ServiceNow sur le côté ITSM ou Microsoft Office au 365 ou Google Workspace sur les outils collaboratifs. Voilà, et donc on essaye de participer à l'écosystème français via le Hub France IA et puis d'autres organisations. Voilà. Et donc, pour rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit, finalement, nous, ce qu'on observe dans tous nos sujets, qui vont être donc d'essayer de fournir toute une série d'automatisations sur des problématiques utilisateurs, c'est que le point d'entrée, c'est d'avoir de la donnée client, c'est-à-dire d'avoir du texte qui représente la voix de l'utilisateur, avec ses mots, ses termes, son style, ses fautes d'orthographe, tout ce qu'on veut. Donc ça peut être de la voix orale, ça peut être du texte écrit, ça peut être un transcript. Et en fait, cette donnée d'entrée, elle est fondamentale parce que c'est elle qui va permettre euh, de, de construire finalement le corpus, les apprentissages qui vont ensuite être utilisés pour plein de use cases. Si je prends la base des transcripts de conversation, qui peuvent venir par exemple d'un outil tel que dans la suite Linto, le Conversation Manager, je vais pouvoir utiliser les transcripts, par exemple, pour faire, dans notre solution ou dans d'autres, faire de la clusterisation. Donc, finalement, prendre mes phrases, essayer d'identifier, de créer des clusters, des groupes qui vont me permettre de sortir finalement les grands sujets qui remontent. Et ça, c'est vraiment un point très important parce qu'avant même de lancer quelques projets, que ce soit d'automatisation du support ou de différentes fonctions, ce qui est important, c'est de bien comprendre quels sont les cas d'usage et vraiment de travailler sur le top 10, le top 100, donc d'être toujours dans le Pareto, dans le 80-20, trouver le 20% des cas qui couvrent 80% des besoins. Donc la clusterisation, c'est vraiment un aspect important. Et donc avoir du texte brut comme ça permet vraiment de sortir des choses. Il y a un autre aspect qui va être fondamental. En général, quand on est sur un corpus dans une industrie quelconque, dans un contexte client quelconque, on est généralement dans un contexte, et le contexte, malheureusement, c'est pas toujours Wikipédia tel qu'il est utilisé dans tous les grands modèles open source qu'on peut trouver. Souvent, le contexte d'entreprise ou client va être très différent et va y avoir beaucoup de
de terminologie, beaucoup de spécificités métiers qui vont être vraiment très particulières et qu'il faut savoir découvrir. Donc on va utiliser finalement toute cette banque de conversations pour faire tourner des modèles de détection d'entités, valider finalement qu'on comprend tout ce qui est dit, que tous les mots qui sont mentionnés, on les comprend, qu'ils sont dans notre dictionnaire, s'ils n'y sont pas, qu'on les rajoute. Donc on va faire cette détection d'entité, on va construire la taxonomie, etc. C'est vraiment une partie importante qui nous donne le corpus. On va pouvoir utiliser aussi ces phrases finalement via des annotations pour définir des modèles de catégorisation ou de détection d'intention. Donc ça, c'est un autre cas d'usage, c'est-à-dire on va prendre des bouts de phrases et on va dire, bah voilà, ce bout de phrase, finalement, ça représente telle catégorie ou ça représente telle intention. Et donc finalement, on va pouvoir utiliser ce texte pour identifier les sujets, identifier tout le vocabulaire dans l'entreprise et commencer, en fonction de notre besoin, si notre besoin c'est de faire de la catégorisation, si c'est de faire des réponses, etc., à identifier, catégoriser, mapper des bouts de texte avec un label particulier. Voilà. Si je prends donc si je prends, bon, là c'est nous ce qu'on fait, mais si je prends une phrase quelconque utilisateur, là c'est en anglais, mais en gros les gens vont s'exprimer avec des acronymes, avec des shortcuts, avec plein de choses. Et les mots qui vont être utilisés n'ont pas évidemment le sens, n'ont pas forcément le sens qui leur est donné dans un dictionnaire. Ça va être des mots qui peuvent avoir là Hercule, c'est pas un prénom, c'est pas la mythologie grecque, c'est un produit par exemple. PB, ça va être problème. Il y a plein de choses comme ça qui vont se passer, qui vont pas être forcément détectées via des outils standards basés sur des modèles génériques. Et il faut bien pouvoir tout découvrir. Et pour pouvoir tout découvrir, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir ce corpus. Donc, on peut avoir il y a toujours des corpus de base qui vont être des corpus construits. Donc, nous, on va avoir nos propres corpus en fonction de vertical métier. Il va y avoir évidemment des corpus qui vont exister dans des bibliothèques, des librairies standards, je ne sais pas, de type Spacie, NLTK ou quoi que ce soit. Mais on va pouvoir créer des corpus custom précisés. Et tout ça, ça va nous permettre finalement d'avoir cette première chaîne de traitement du texte où on va pouvoir faire de la correction, on va pouvoir faire de l'extraction d'entités, on va pouvoir normaliser, lématiser, stématiser, mettre le texte sous des formes utilisables pour faire des bons modèles. On va pouvoir s'en servir également pour faire de la recherche sémantique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est vraiment capable de faire toutes ces associations de mots, etc., on peut faire des recherches beaucoup plus fines, puisque on va raisonner finalement par concept, et on va pouvoir faire des associations qui vont bien au-delà de juste la notion de token. On va pouvoir utiliser des phrases, des apprentissages. On va pouvoir faire de la catégorisation, c'est-à-dire que par exemple, si on a identifié plein de phrases qui correspondent, je ne sais pas, à des niveaux de criticité, ou à du sentiment ou à quoi que ce soit, on va pouvoir construire des modèles de machine learning qui vont nous permettre finalement, sur la base d'inputs existants, d'associer des bouts de phrases à des catégories, de faire de l'apprentissage là-dessus, et ensuite, donc de déterminer automatiquement une catégorie sur la base d'un nouveau texte. Donc, c'est vraiment les fondamentaux des modèles d'AI qu'on va pouvoir utiliser. On va pouvoir faire de la détection d'intention, si c'est le cas, si ça a du sens, si on est dans un projet d'agent virtuel, par exemple. Si je prends Pour moi, ce qui est important de voir, c'est que dans tous ces projets, toutes ces chaînes, quand on cherche à rajouter de la valeur, à faire de l'automatisation, à utiliser des process d'AI et de NLP et de faire de la valeur, souvent, moi, les clients nous demandent un peu naïvement, mais c'est quoi votre moteur d'AI, c'est quoi votre intelligence, etc. Et en fait, souvent, j'essaye vraiment d'expliquer qu'il n'y a pas un moteur, il y a plein de moteurs. Là, on vient de parler il y a 2 secondes de toute la partie speech to text. Voilà, ça c'est des algos assez compliqués, très spécialisés, qui peuvent être customisés. Il y a différents modèles, plus ou moins bien pour différents cas d'usage. Mais après, en fait, dans le processing d'un texte utilisateur,
Là, je prends l'exemple d'un agent virtuel qui va répondre à cette phrase. Il va se passer plein de choses. Il va se passer une partie speech to text, il peut se passer de la détection de langue, il peut se passer de la traduction, il peut se passer de la détection d'intention, la détection d'entité. Donc, finalement, je vais avoir tous mes petits modèles. Et tous ces petits modèles, ils vont être soit basés sur des modèles standards, soit basés justement sur des modèles qui sont appris via les éléments qu'on a vus précédemment, qui ont été capturés donc via ces phrases d'apprentissage. Donc c'est vraiment important de comprendre qu'il y a plein de modèles et en fait avoir la bonne donnée source, avoir du texte utilisateur propre, donc d'où l'intérêt justement d'avoir ces outils qui vont nous permettre de nettoyer, c'est vraiment fondamental et c'est vraiment la clé du succès. Si on n'a pas ça en point d'entrée, après, on est coincé sur juste des modèles génériques et qui donc vont bien marcher si on est sur du texte très générique. Mais dès qu'on est dans une problématique métier, une problématique industrielle, une problématique client particulière, on va avoir des soucis. Donc toutes ces briques, voilà, c'était juste un petit exemple pour montrer que finalement, il y a plein de cas d'usage autour de ces données d'entrée. Et toutes ces briques, ensuite, ça permet de faire pas mal de choses. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que on essaye, nous, dans notre proposition de valeur, on essaye de proposer des solutions pour les agents du support. On essaye de proposer des solutions pour les employés et des solutions pour les clients finaux. Donc, on a donc sur la base des outils qu'on a, sur la base des corpus qu'on va apprendre et sur la base des apprentissages qu'on va réaliser, donc que vous venez voir précédemment, finalement, ce qu'on va pouvoir proposer, c'est des solutions telles que Agent Assist. Donc ça, je vous ferai une petite démo, qui est une solution qui va écouter une conversation et proposer à chaud des recommandations de résolution à l'agent. Donc l'agent, il a rien à faire, il est avec son casque, il écoute l'utilisateur et il a des propositions qui remontent. On va pouvoir faire du triage automatique. Donc ça va être, par exemple, recevoir des emails, comprendre de quoi il s'agit et les router vers le bon groupe de résolution. On va pouvoir faire des agents virtuels. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait, en particulier sur le support employé, sur le support IT. Donc là, on est vraiment pareil dans des terminologies très fines et très spécifiques à un domaine. Si on pense aux problématiques IT, on pense à des centaines de produits avec des acronymes, avec des versions, avec plein de trucs, et dans chaque société, des applications métiers, avec des noms imbitables qui font partie d'aucun modèle et tout ça. Donc on est vraiment au cœur de cette problématique de capturer la façon dont les gens mentionnent les choses, qui ne correspond pas forcément au lexique officiel. Il peut même y avoir des surnoms, il peut y avoir tout ce qu'on veut. Et puis après, pareil, au niveau de l'expérience client, donc là, il peut y avoir différents... on va fournir différents types de modèles, ça peut être des chatbots, des callbots, des mailbots. Enfin, voilà, mais tout s'appuie finalement sur les mêmes briques. Donc nous, sur notre plateforme conversationnelle, et vont utiliser finalement les moteurs que vous avez vus précédemment. C'est un peu toujours les mêmes principes, mais le point d'entrée reste toujours le même. C'est bien comprendre les use cases, donc bien comprendre la voix de l'utilisateur, quels sont les sujets qu'il amène, donc c'est la clusterisation dont je parlais, et puis bien comprendre tout son vocabulaire et savoir, voilà, en fait, comprendre, évidemment, c'est la clé. Donc, les différentes briques. Oui. J'avais une petite question là-dessus, puisqu'on est aussi dans cette partie-là. Nous, il y a une problématique qui est entre le speech to text et ensuite la compréhension du texte et la compréhension des entités et des intentions qui vont derrière, puisqu'en fait, parfois, le speech to text n'est pas, aujourd'hui, ne répond pas à 80, allez, disons, il est un peu aware, allez, 96, 97%, allez, soyons fous, 97, 98%. Forcément, parfois, on va avoir des nouveaux mots qui apparaissent, que vous devez voir. Je pense par exemple à un truc très simple, ticket restaurant et TR. Celui qui va écrire TR et qui n'a pas été entraîné sur TR, on va se demander quel est le... J'ai pas reçu mes TR et j'ai pas reçu mes tickets restaurant. Comment ça se passe de votre côté au niveau de la mécanique pour que très vite, ça se trouve c'est déjà géré en automatique aujourd'hui? Non, c'est pas. Non, tu as tout à fait raison. C'est une bonne question. Donc ça, on est exactement dans la situation finalement du transcript qui est pas à 100% propre, puisque finalement on a un transcript avec un mot qui ne correspond pas à la voix. Mais cela étant, il faut le comprendre, ce mot. C'est pas le bon mot. En général, ce qu'on va retrouver, c'est pas le mot qu'on attendait, mais ça va être un autre mot du dictionnaire, un mot plus standard, on va dire, qui statistiquement avait des chances de se retrouver à cet endroit-là. Nous, on va faire exactement. Là, on va être dans la situation où en fait, on va entre guillemets tricher, c'est-à-dire qu'on va dire
ce mot dans ce contexte, eh ben, il veut dire, c'est un synonyme du vrai mot, quoi. C'est-à-dire qu'on va le noter finalement comme entité, comme apprentissage pour le mot cible, le mot qu'on vise. C'est-à-dire qu'on va, je ne sais pas si je suis clair, c'est-à-dire que si je prends le TR, alors je cherche, j'essaye d'imaginer comment TR serait transcrit. Disons Je sais qu'il pas. soit transcrit en TER, par exemple. Oui, un train, oui. Ouais. C'est pas mal, Ouais, c'est pas mal. disons que ce Ouais. soit transcrit en TER, ben, nous, puisque notre sujet métier, le contexte de notre sujet, ce serait autour des, je sais pas, des services aux employés, des tickets resto et tout ça, et ben TER, ça deviendrait TR en fait, tout simplement. On a, Ça, on a eu un cas assez similaire. Je fais une petite anecdote ouais, avec quelqu'un qui, on lui pose une question et la personne répond Samira. Samira, ouais, c'est un oui ouais, ouais. affirmatif qui était passé Ou un sur un prénom, prénom, ouais. évidemment, au premier passage. Étonnamment, bon, évidemment, je pense que pour celui Damien, c'est à peu près les mêmes problématiques qu'on rencontre. Alors évidemment, l'objectif, c'est pas de se prendre une boîte à chaque passage, mais c'est intéressant évidemment d'améliorer cette détection des intentions et Ouais. d'améliorer l'apprentissage. Voilà. Donc évidemment, je vous laisse reprendre la suite à m'aider. Ouais, merci. Mais effectivement, en fait, globalement, enfin, d'ailleurs, juste pour rajouter un tout petit peu là-dessus, il y a vraiment 2 choses qu'on peut faire, enfin, en fait, enfin, même j'en vois 3 dans ce qu'on fait. Nous, il y a la technique que je viens de dire qui consiste juste à dire: «OK, bah, ce mot, je vais le comprendre comme le mot cible», en fait, finalement. C'est une sorte de synonymie. Ça, c'est la solution 1. La solution 2, c'est de rajouter du vocabulaire à l'outil de speech to text. Alors après, j'imagine ça dépend des modèles. Nous, sur celui sur lequel on travaille, on peut lui rajouter du vocabulaire et donc ça renforce le poids statistique de ce mot. Et donc, il sort plus facilement. Et donc, finalement, ça aide. En fait, ça aide beaucoup. Et après, bah, il y a une autre solution, évidemment, qui consiste à rajouter des entraînements au sens la paire voix et texte. Voilà, ce qui prend plus de temps. Après, c'est toujours pareil, ça dépend. On essaye avec les solutions simples. Et puis, bah, en fonction des besoins, voilà. Enfin, mais il y a trois solutions pour nous qu'on peut Et utiliser. tu as peut-être, alors t'as une démonstration aussi, un peu, une petite micro-démo à nous montrer, c'est ça Bah, je vais vous montrer un micro truc. Alors, ce Ouais. que je vais faire, c'est que, alors, en fait, bon, nous, on a pas mal de cas d'usage. Je vais vous en montrer un qui est basé sur un peu sur ce qui a été dit finalement, puisque là, précédemment, on était dans cette idée de j'écoute une conversation et mon objectif, c'est de faire un transcript assez précis et avec un objectif second à venir qui est celui du résumé. Voilà, très bien. Nous, on a un peu la même problématique sur la partie Agent Assist, c'est-à-dire que l'idée, c'est on écoute une conversation, pareil, et on capture ce qui est important dans cette conversation et pour faire de la recherche pertinente et trouver des suggestions à l'utilisateur. Donc, je vais vous montrer une petite démo de là-dessus. Par contre, je ne sais pas si je vais réussir à faire passer la voix. Donc, en fait, là, ce que je vais vous montrer finalement, c'est ça. L'idée, c'est juste des clients qui parlent à un téléconseiller via un SVI. Et enfin bon, disons qu'il peut y avoir un premier niveau qui est d'automatisation avec un chat ou un callbot. Et si jamais il y a un transfert vers un conseiller, le conseiller va finalement avoir une aide, une assistance en temps réel qui va se faire sur la base de la détection de ce qui se dit avec son utilisateur. Voilà, donc c'est un produit qui s'appelle Agent Assist qu'on sort là, qu'on a mis en production pour tout vous dire ce matin chez un grand assureur. Voilà. Donc, alors j'ai vraiment un doute si la voix va passer. Sinon, je vous enverrai le lien dans le chat également. Ouais. On va voir tout de suite. Vous entendez ou pas? Pour l'instant, j'entends pas, on n'entend pas. Alors, ça a sonné, il y a l'utilisateur qui blablate sur tout son problème avec, elle a un problème avec une fiche client dans un produit qui s'appelle Sibel. L'agent lui demande d'expliciter un peu son problème. Elle commence à j'ai un client qui m'a appelé, je devais faire une modification sur sa fiche, je l'ai retrouvé dans l'outil.
et elle existe en double dans le foyer. J'ai dû faire des modifications, j'ai pas pu les enregistrer. Voilà, j'essaye de faire le transcript de ce qu'elle raconte. Donc en gros, alors attendez, stop, je vais arrêter là. En gros, là, ce que vous avez vu, c'est, attendez, excusez-moi. Donc ce que vous avez vu finalement, c'est, je vais aller un peu plus vers la fin, c'est l'utilisateur, alors je suis désolé, vous n'aviez pas la voix, alors évidemment, donc une grosse partie de la démo, mais l'utilisateur et l'agent, ils parlent, ils disent plein de trucs. De ce plein de trucs, on extrait les mots qui sont saillants, qui sont importants dans le contexte de l'entreprise. Donc en fait, ça peut être des mots, ça peut être des concepts. Et sur cette base, en temps réel, donc évidemment, là justement, il y a toute la problématique des mots métiers, la problématique des acronymes, des synonymes, de tout ça. Et sur cette base des mots métiers, on a des propositions en temps réel qui apparaissent. Et voilà. Et après, évidemment, le meilleur article peut être liké, disliké, etc. Ce qui fait que il y a un apprentissage, donc il y a une amélioration, une boucle d'amélioration continue qui se produit. Voilà. Et l'agent peut rajouter des mots, des phrases, peut exclure des choses. Enfin bon, voilà. C'est toute une mécanique pour que l'agent, finalement, il puisse vraiment juste être concentré dans sa conversation avec l'utilisateur et avoir des choses qui lui remontent tout seul. J'avais une Voilà. question d'un utilisateur de Monsieur Collinet de Micropole. La différence de proportion de travail manuel, c'est important, c'est un vrai sujet en fait derrière, à produire dans la composition d'un corpus. Alors évidemment, je sais que ça prend évidemment pas mal de temps. Est-ce qu'il y a un travail à produire par l'utilisateur pour qu'on puisse mettre ça en place, ou alors il faut vraiment avoir un expert en métier qui puisse prendre la main pour justement Nous, mettre oui, alors, nous, tout le truc de notre outillage, c'est justement de donner la main aux sachants métiers là-dessus. Parce qu'en fait, l'idée, donc il y a une petite batterie d'outils qui vont finalement proposer des termes, qui vont dire, ces termes nous paraissent être des termes métiers, vous les acceptez, et cetera. Et en fait, finalement, la taxonomie, l'utilisateur est guidé dans la création de sa taxonomie. Et voilà, donc, et non, c'est assez rapide, hein. Enfin, après, ça dépend de la taille de l'entreprise et du nombre de choses, mais en général, on parle de, je sais pas, de quelques heures ou quelques jours pour construire Oui. ça. Et après, au fil du temps, dans le cadre du projet, de temps en temps, on va découvrir qu'il y a tel terme qui est pas bien reconnu et qui va être ajouté, etc. Donc après, c'est tout l'aspect back-office qui va permettre de gérer le cycle d'amélioration continue, j'allais dire, des modèles, des apprentissages et tout ça. De toute façon, je pense qu'il y a la loi de Pareto qui s'applique très généralement sur les use cases, puisqu'en fait, c'est toujours, enfin, on va dire le 80-20, et on le retrouve assez souvent. La problématique, Oui. c'est le vin. Le problématique, c'est bien le vin, quoi. C'est-à-dire qu'on peut avoir 5000 questions sur le vin Ouais. et puis 50 sur le 80 quelque part, enfin en exagérant un petit peu. Absolument. En fait, nous sur ce sujet, nous, notre stratégie, elle est assez claire. Et, enfin, et globalement, je pense que ça a du sens, hein. C'est que effectivement, il y a le Pareto, il y a le 80-20, que je pense qu'il faut vraiment se focaliser sur l'automatisation du récurrent. Et par contre, nous, avoir le human in the loop, c'est-à-dire exactement ce que je montrais sur la slide suivante, si j'y arrive, celle-là, c'est-à-dire avoir le client qui va parler d'abord à un chat ou à un callbot et avoir de façon complètement transparente une passerelle vers le centre de contact, vers le centre de support. Pour nous, c'est fondamental. C'est-à-dire que l'idée que d'automatiser, je ne sais pas, entre 40 et 70% des demandes entrantes, mais ne pas pouvoir tout automatiser et surtout ne pas laisser une expérience déceptive à l'utilisateur. Donc, d'avoir, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Quand on n'a pas de solution, on n'a pas de solution. On passe la main à un agent et cet agent, il va fournir une solution et cette donnée conversationnelle et ce qu'il va trouver, etc., ça va finalement améliorer le modèle pour la fois suivante. Donc voilà, nous on voit le truc en combinaison en fait, combinaison des deux. Automatisation, viser l'automatisation la bonne moitié du support et puis n'en laisser une partie en humain, quoi.
D'ailleurs, je veux revenir un peu là-dessus avec Julie. J'ai une question plutôt pour l'Inagora là-dessus. Toujours pareil sur cette histoire de capture de l'information, en fait, de capture de la data. Julie, est-ce que tu penses qu'en fait, en augmentant forcément avec le temps le fait de pouvoir capturer plus facilement des données des locuteurs, en fait, les modèles vont forcément s'améliorer et donc arriver à des résultats qui seront probablement au-delà des 80, peut-être si on parle en pourcentage, peut-être 95% de compréhension des contenus, voire plus. Alors, je ne sais pas où vous en êtes au niveau, si derrière les transmissions des résumés, vous arrivez à faire une compréhension et dire, bon, bah, on a compris à peu près, on a fait un résumé qui est à peu près équivalent à 90% de la compréhension globale d'un meeting, par exemple. Je voulais avoir un peu votre avis là-dessus, Julie, Damien. Si j'ai bien compris la question, c'est est-ce que améliorer des algos d'extraction d'informations, c'est une question de quantité de données? Non, je pense pas. On voit ça avec ChatGPT. Là, il y a pas mal de données. Il y a quand même où il se trompe, c'est plus sur les questions autour de la logique, la mathématique, tout ce qui est un peu symbolique, en fait. Tout ce qui lui oblige de suivre des règles. Et donc, quand même, pour la réponse, si on veut répondre à une question, si on veut faire un bon résumé qui est fidèle aux faits, parfois, quand c'est compliqué, ça nous oblige de faire des inférences logiques. Et là, on voit vraiment sa faiblesse, même avec beaucoup, beaucoup de données. Donc, je pense qu'il faut quand même trouver des approches hybrides. Ouais. Pas juste des données, non. Oui, ok. Une approche hybride. Amédée, je pense que c'est ce que tu disais aussi, quelque part, avoir plusieurs moteurs. J'ai envie de dire, pour simplifier, un peu d'IA, un peu de regex, et ça doit aller, quoi. C'est ça. Alors, je suis d'accord, j'irai un peu plus loin que le regex, c'est-à-dire qu'il y a des approches symboliques assez puissantes avec des patterns assez avancés, mais absolument. Nous, on est très hybride, et j'en parlais encore ce matin avec une autre société qui fait pas mal d'annotations, etc. Et l'hybride, c'est vraiment bien. Ça permet de faire des choses très précises, le symbolique. Donc, il y avait une personne qui avait posé une question tout à l'heure par rapport au GDPR. Alors, peut-être que vous avez invoqué le GDPR, donc je m'adresse à Sarah, en fait, qui nous a posé cette question-là. Où vous en êtes, quelque part, même tous les deux, alors plutôt sur la voix, peut-être dans un premier temps, anonymisation et pseudonymisation plus complexe de la voix. Est-ce que vous avez fait des travaux dessus et vous êtes peut-être à une certaine étape quelque part là-dessus au niveau de l'Inagora? C'est un vrai sujet en fait, puisqu'on a même des sociétés qui transforment la voix actuellement pour la rendre anonyme. Alors donc, je veux bien votre avis là-dessus aussi. Ok, je vois pas trop l'intérêt de transformer la voix pour la rendre anonyme. Totalement. Oui. Peu importe. Nous, de notre côté, le sujet RGPD, on a présenté un outil métier. Dans ce contexte-là, on va d'un côté enregistrer un audio et avoir tout un système de droits de partage qui est lié aux organisations. Donc, on va laisser les organisations gérer le partage et la diffusion de l'information. Donc, c'est censé rester en interne. Maintenant, pour ce qui est vraiment des thématiques qui sont liées à la voix du locuteur, l'aspect biométrie, l'aspect identification de locuteur, et ben c'est pareil, on n'a pas de base de connaissances biométriques, on ne conserve pas ça. C'est conversation par conversation qu'on va identifier un certain nombre de locuteurs. Ça fait des clusters qui vont être ensuite annotés par une identification qui est faite par la personne qui va aller opérer, qui va aller travailler sur la conversation. Il va dire, bah, là c'est John qui parle, là c'est Raoul, là c'est Max, et après il va associer des tours de parole à cette personne-là, qu'elle soit réelle ou pas réelle. Enfin, voilà comment nous on travaille là-dessus. Donc sur les aspects de biométrie, on ne propose pas, enfin c'est un peu en dehors de notre sujet actuel. De toute façon, je pense que la biométrie, c'est vraiment un domaine vraiment très particulier. Il y a une société en France qui est un petit peu plus connue. Il y a WeSpeak qui est là-dessus. Après, je pense que Nuance travaille aussi sur des modèles de biométrie. Donc, c'est vraiment des sujets qui sont à part. L'anonymisation des données aussi, il y a des sujets qui sont travaillés avec l'INRIA de tête.
Ça reste un sujet assez connu. Alors, je ne sais pas si pour vous, Amédée, c'est un sujet qui... Enfin, l'anonymisation, je pense qu'elle rentre en compte à certains moments par rapport à certains locuteurs. Je ne sais pas, dans les RH ou peut-être sur du harcèlement, Ah, peut-être que c'est des sujets qui sont évoqués dans ce cas-là. Comment vous faites dans ce cas-là? bah, pour tout dire, nous on a beaucoup travaillé dans le milieu de l'entreprise, et donc en fait là, l'anonymisation, c'est pas un sujet. Parce que les employés, par définition, ils sont identifiés, on sait ce qu'ils font et s'ils disent une connerie, ben, à la limite, le fait qu'il y ait une trace, enfin je sais pas, c'est en tout cas, c'est pas pour moi, ça a pas été un sujet. On le voit évidemment, très différemment dès qu'on est, dans les sujets, avec, du client final, où là, nous, les points qu'on voit, c'est pas tant l'anonymisation que enfin, c'est plus sur l'aspect audit et log, c'est-à-dire de détruire tout ce qui passe, quoi, de rien garder. Enfin, Mais on on a n'a eu pas eu deux de sujets, nous, problème. On n'a pas eu de problème d'anonymisation sur les apprentissages, en tous les cas. C'est ça que je veux dire. Finalement, ça n'a pas été un vrai sujet pour nous. il y avait pour l'instant un sujet qui a été évoqué par une grosse entreprise du CAC 40 sur le harcèlement dans le cadre du travail, qui n'a pas donné lieu pour l'instant à un bot, mais c'était un sujet qui était avant Covid qui avait été évoqué. Et c'est vrai que l'objectif, c'était qu'ils voulaient qu'on ne sache pas qui était derrière le demandeur, et donc il y avait ce problème d'anonymisation Ouais, des données à un moment donné. Mais c'est vrai que ça peut être un peu complexe si vous vous conservez évidemment des logs, parce que j'imagine que toutes les datas sont enregistrées. Je vous avais un petit peu coupé, Julie Damien, tout à l'heure, mais vous voulez peut-être reprendre quelque chose par rapport à votre PowerPoint. En fait, il y avait peut-être un suivi après les exemples qui étaient enfin, qui étaient très intéressants que vous avez fait. Est-ce que vous voulez reprendre peut-être un peu la suite là-dessus pour nous expliquer un peu la suite du travail que vous faites actuellement, quoi. Enfin, les perspectives que vous avez dans les mois à venir, en fait, quelles sont les perspectives, on va dire, par rapport à ce projet que vous faites? Bien sûr, je vais repartager mon écran du coup. Tac. Partager. Et j'en profite pendant que vous repartagez. Si vous avez des nouvelles questions, on est intéressé. Donc, je vois des questions qui arrivent. Donc, en attendant, je vais peut-être déjà poser les premières questions. Donc, je en profite pour vous rappeler qu'Ameda a posté en fait le YouTube qui permet d'avoir les informations pour suivre la conversation qu'il y avait avec un agent. Donc, j'ai une question de Asnika Beb. Bonjour, chez Okidaki, on travaille sur un outil d'aide à la régulation du SAMU, donc la santé, et on nous demande de travailler sur l'anonymisation de la voix pour des bandes afin de formation, donc un vrai sujet. Et donc les personnes cherchent une formation, et effectivement, c'est pas évident de trouver une solution. Il faut chercher du côté de l'INRA aujourd'hui. Je sais qu'ils travaillent sur des projets d'anonymisation, mais c'est quand même encore, c'est pas encore passé en mode industriel. Donc quel est est-ce que vous avez peut-être des réponses à apporter, Julie, ou Amédée aussi, enfin, de votre côté, quelle est votre vision là-dessus? J'avoue que j'ai pas de réponse sur sur cette question, malheureusement. Enfin, j'ai vu des tests en fait pour l'instant qui étaient assez intéressants sur l'anonymisation, c'est on transforme la voix en quelque part une autre voix. Vous avez même des moteurs actuellement. Il y a un moteur même qui enlève le paralinguistique, puisque quand on parle, on rajoute des bruits, et donc il y a des moteurs qui cachent un peu les bruits, quoi. J'ai une autre question de Kevin, en fait. Les salariés d'une entreprise, alors ça s'adresse sûrement à Amédée, en fait, je l'ai pas encore lu. Les salariés d'une entreprise peuvent donner leur accord pour être enregistrés dans un but précis, probablement, je Ouais, suis partagé. Il faut s'assurer ouais. en parallèle que les données ne puissent pas être utilisées pour un autre usage. Oui, alors je préfère que tu t'expliques cette partie-là, mais évidemment. Oui, ben, alors déjà là, on parle d'enregistrement, donc on parle de voix. Là, moi, finalement, dans mon entreprise, j'étais plutôt Oui, sur des modèles de texte, donc de chat, globalement. ouais. Et j'ai pas eu cette demande, pour tout dire, parce que en fait, c'est les données d'entreprise de la même façon qu'un email qui est enregistré aussi. Je pense pas qu'on donne son accord là-dessus. Enfin, j'avoue ne pas être un spécialiste de la question, mais en tous les cas, tous les RSSI et tous ceux qui sont penchés sur les questions ne nous ont pas
voilà, c'est pas remonté comme étant un point. Mais effectivement, on avait posé la question en particulier à certains clients justement de savoir s'il fallait avoir ce process de demande d'autorisation, enfin d'informer l'utilisateur le fait que ces conversations étaient enregistrées, mais ce n'est pas remonté comme un. Voilà, pour nous, c'est jamais remonté, et pourtant, voilà, dans des Enfin, il y a une vraie problématique sur l'enregistrement des datas, puisqu'en fait, plus on en cumule, ça pèse énormément en termes de poids et d'archivage. Donc, il y a une vraie problématique d'archivage, je peux vous le garantir. On voit sans doute en texte moins. En texte, oui, en texte, c'est beaucoup plus facile. Mais la voix, par contre, le fait de l'archiver à 250, 400 kilos, voire plus, pour une conversation d'une, 2, 3, 4 minutes, nous, on voit les poids que ça prend, on arrive vite à un terrain, et de toute façon, les gens s'en servent pas. Donc, c'est un vaste sujet donc pour pouvoir supprimer de manière automatiquement les datas et avoir les autorisations qui vont autour. Quoi. Voilà. Moi, sur les projets sur lesquels on est sur de la voix, globalement, il n'y a pas de stockage, en fait. La donnée est gardée peu de temps juste pour faire du speech analytics, des choses comme ça, et elle est détruite. Il n'y a aucun stockage. Alors, il y a Jean-Pierre de l'Inagora qui nous rappelle quand même, c'est plutôt une bonne idée, que pour l'anonymisation, il y avait donc quelque chose qui avait été un webinaire qui a été organisé. Donc, je pense qu'effectivement, il est toujours en ligne, donc c'est plutôt une bonne idée. Je n'avais pas pu insister, mais je pense que ça peut être intéressant de creuser cette idée-là pour les personnes qui recherchent des informations, évidemment, sur ce domaine qui va quand même beaucoup évoluer, je pense, dans le futur, quoi. Julie et Damien, je pose une question par rapport. Alors, c'est un sujet qui est pas encore récurrent en fait, puisque aujourd'hui on arrive à comprendre les locuteurs qui sont en train de discuter dans une conversation. Mais il y a aussi le sujet du sentiment analysis. Enfin, vous savez, tout ce qui est émotion. Et comment est-ce que vous la traitez? Est-ce que vous avez commencé à la traiter? Et pour vous, est-ce que c'est un sujet qui va prendre de la valeur dans le temps? Est-ce que vous pensez que dans le cadre du travail, la notion de comprendre les émotions des employés qui discutent autour d'une réunion peut avoir un impact? Et quel est votre avis là-dessus? En fait, voilà, je me permets de vous poser la question. Oui, donc c'est un sujet qui peut être très important, en effet, surtout dans les situations comme des call centers, etc. Dans les réunions, nous, on se concentre beaucoup sur le résumé et l'extraction des décisions et action items. C'est pas parce qu'on ne trouve pas de l'analyse des sentiments intéressante, mais c'est que dans un premier temps, c'est notre priorité. C'est tout. Et au niveau des résumés, de réunion, est-ce que vous faites aussi des actions? C'est-à-dire que pendant une réunion, quelqu'un peut dire tiens, il faudrait faire une action type envoyer un mail à telle personne ou déclencher des appels, etc. Et c'est géré directement. Oui, c'est ce qu'on veut faire. Mais je vois qu'il y avait aussi une question par rapport à le temps que ça prend de créer un corpus. Oui. Je ne sais pas si c'est aussi dans ce contexte, mais je peux dire que dans le projet qu'on a pour préparer le corpus de réunion, là, ça fait déjà 2 ans qu'on travaille dessus. C'est un très gros boulot. Donc, oui, c'est prévu. On a planifié des réunions qu'on enregistre dans le corpus, sont planifiées pour extraire ce type d'informations, mais c'est maintenant qu'on passe à l'entraînement des modèles. Mais c'est l'idée, oui. Et pour des sociétés industrielles qui ont besoin justement d'avoir des données qui sont très cloisonnées dans une entreprise, donc il faut quelque part installer un SaaS privé au sein de l'entreprise pour que les enregistrements des meetings puissent être stockés au siège de l'entreprise, par exemple. J'imagine que ça se passe. Vous proposez une sorte de SaaS privé, comment ça se passe? Oui. Enfin, oui, ça rentre dans la même offre que Damien avait parlé tout à l'heure. Ouais. C'est très important pour eux. Oui, c'est très important. On en a déjà parlé 2 fois de ça. En fait, on a une offre qui est ouverte publiquement sur une offre SaaS, et bien sûr, les technos sont prévus pour être portés et installés on-premise sur les entreprises qui ont ce besoin d'avoir une ségrégation très stricte de leurs données par rapport à l'extérieur, etc. Mais on est encore sur un déploiement principalement axé sur l'utilisateur via une offre SaaS pour que tout le monde puisse en profiter et expérimenter les technologies qu'on produit au niveau de l'Into, que tout le monde puisse en bénéficier facilement. C'est ça qui nous implique le plus actuellement, la diffusion de nos technos avec, au-delà de l'open source, une simplicité à l'usage. C'est-à-dire que demain, je peux enregistrer une conversation, en fait,
je mets mon téléphone quelque part, enfin peut-être pas, mais je mettrai un téléphone au milieu d'une pièce sur une table et j'enregistre une conversation avec plusieurs personnes. Ensuite, je l'upload dans l'Into au niveau de votre outil pour pouvoir extraire le jus et d'avoir quelque part le résumé, ce qui me ferait gagner du temps. Je pense que c'est ce que j'ai montré en démonstration, plus ou moins. Oui, l'idée, c'est qu'on ait un audio, on l'envoie sur la plateforme est ouverte, tu peux créer un compte dès maintenant. Go. Ceci dit, avec un portable, ça va être pire qu'avec un vrai micro. Oui, voilà, j'allais dire par rapport à la notion de micro, en fait, vous êtes sur du 24 MHz, enfin, c'est pas de la téléphonie, c'est pas du 8 MHz, quoi. C'est compliqué après moi ça. Il y a plein de choses qui se passent dans un téléphone pour enregistrer. En l'occurrence, aujourd'hui, on prend n'importe quel type de média. On prend pas que des audios. On prend des films, ce que tu veux, tu l'envoies dans n'importe quel format et on aura un résultat qui est plus ou moins, qui peut être dépendant de la source, mais on a quand même un modèle. Le modèle qui est opéré là par l'Inagora est très résilient aux conditions d'enregistrement. Voilà, je peux te répondre là-dessus. Maintenant, sur le téléphone, l'enregistreur dont on vous a parlé, qui n'existe pas encore, on veut faciliter l'acquisition audio. Et là, il y a plein de questions qui se posent qui sont très technico-techniques. Il y a 11 modes différents d'enregistrement sur Android qui sont dépendants des types de micros que tu as. Il y a activer 2 micros au sommet au bout du téléphone pour l'interview, activer de l'echo cancellation, activer du beamforming pour identifier la position des locuteurs avec plusieurs micros, et tout ça peut impacter énormément les conditions voilà, donc on traite bien l'audio et on va proposer une solution pragmatique qui rationalise l'expérience utilisateur sur justement le côté téléphone. Et pour l'instant, on prend n'importe quel type. Tu as un film, tu l'envoies sur la plateforme et ça marche. Super. Très bien, je vais appeler Netflix. Je laisse la parole à Consolo qui clôture ce webinaire et cette séance qui est super agréable. Consolo, je l'imagine que tu n'es pas très loin. Je te laisse reprendre la parole. Oui, voilà, vous me voyez, vous m'entendez? Très bien. Bon, bah, merci déjà à nos invités, à Pascal, pour cette session très, très intéressante. Et j'ai vu plein de questions passer. Et pour rappel, donc, tous nos webinaires sont disponibles en replay sur notre page web. Donc, vous avez parlé, il y avait des questions qui passaient sur l'anonymisation, sur la biométrie vocale. Voilà, c'est des sujets qu'on a déjà abordés pendant des webinaires. Peut-être vous trouvez vos réponses en regardant voilà, les différents replays. Il y a tous les dates, les sujets, etc. Donc, n'hésitez pas à consulter cette mini-bibliothèque. Moi, je remercie Amédée, Julie et Damien pour leur présentation impeccable et voilà, très intéressant, très concret. Voilà, on en sait toujours plus sur la parole conversationnelle, sur le corpus. Voilà, et Pascal pour ta modération impeccable aussi. Donc, merci. Si vous voulez contacter nos intervenants, donc n'hésitez pas à écrire à la boîte mail du VoiceLab, donc contact@levoicelab.org. Je vous le remets aussi dans la messagerie de Hermite. Et sinon, je vous remercie à vous aussi pour votre audience. Voilà, cette trentaine, on était tous bien connectés jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup. Et à la prochaine. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.